Eh bien, après un bon mois de janvier, février nous a quand même proposé pas mal de bons films également. Bon, même s'il y en a quelques-uns parfois qui font un petit peu tuche dans le tableau. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour une petite vidéo multicritique. Ce mois-ci, j'ai voulu ne pas attendre la fin du mois pour commencer à vous faire une vidéo multicritique, ce qui fait qu'il n'y aura pas beaucoup de films, on va en aborder 4 exactement, sachant qu'il y en a un, c'est une ressortie, enfin c'est un film qui est ressorti au cinéma juste pour une petite période, et il y en a un, vous verrez, mais j'ai pas grand-chose à en dire dessus. Nous commençons donc sans plus tarder avec le film Companion, dont je devais vous proposer une critique individuelle, mais je n'ai pas eu le temps de la tourner avant. The days of you controlling me are over. Are you breaking up with me? It's not you. It's me. Le film nous raconte l'histoire de Josh et Iris, un couple qui se retrouve lors d'un week-end avec d'autres couples d'amis, et le week-end ne va pas du tout se dérouler comme prévu. C'est un film d'horreur épouvante, un petit peu comédie, dont je vous déconseille fortement de regarder la bande-annonce, car comme je l'avais prédit, il y a beaucoup trop de choses qui sont dévoilées dedans. Notamment la première révélation importante du film sur l'identité d'Iris, mais pas que, car on a également le sort d'un personnage qui nous est littéralement dévoilé dans la bande-annonce, enfin tu vois clairement qu'il va crever, et quand tu le vois au début du film, tu te dis bah d'accord, OK, dans 5 minutes, on sait qu'il sera plus là. Après, fort heureusement, ils n'ont pas tout dévoilé dans la bande-annonce, car il y a deux trois autres revirements de situation dans le film qui sont plutôt les bienvenus, je dois le reconnaître. Et globalement, malgré ce qui nous est spoilé dans la bande-annonce, eh ben, je dois reconnaître que j'ai passé un très bon moment, et je pense que justement, celles et ceux qui n'auraient pas vu la bande-annonce, vous passerez un encore meilleur moment que moi. Au niveau du traitement des personnages, c'est pas très équitable, on va dire qu'il y en a quelques-uns qui sont un petit peu travaillés, mais ça reste assez limité, et le personnage, de Josh, lui, je suis désolé, mais j'ai trouvé que c'était une tête à claque du début à la fin du film. Je sais pas si c'est physique ou si c'est dans sa façon de jouer, mais avec son petit sourire un petit peu niais qu'il avait tout du long, j'avais juste envie de lui éclater sa tête à chaque fois que je le voyais. Et je trouve justement que c'est un des personnages qui est le moins bien traité parce que on y accorde beaucoup d'importance, sauf que quand tu connais ses motivations, c'est un petit peu absurde, j'ai trouvé. Alors qu'à côté de lui, t'as d'autres personnages qui n'ont quasiment aucun traitement, mais c'est pas gênant dans la mesure où ils ont une importance extrêmement minime dans l'intrigue. Et à partir de là, je vais spoiler un petit peu le film pour revenir sur quelques petits points de l'intrigue. Donc si jamais vous souhaitez vous garder la surprise, je vous invite directement à passer au film suivant. Encore une fois, vous avez le timecode juste en dessous. Je précise que je vais aborder des points qui concernent uniquement Iris parce qu'il y a des révélations qui concernent un autre personnage. Elle, je vais vraiment les garder de côté parce que là, c'est du gros spoil parce qu'on n'en parle pas du tout dans la bande-annonce. Donc ça, je vous laisse entièrement la surprise. Et donc, pour celles et ceux qui auraient vu la bande-annonce ou qui s'en fichent de se faire spoiler ou qui auraient vu le film, Iris, comme vous l'avez constaté, est un robot. Bien évidemment, elle n'en a pas du tout conscience au début, alors je vous cache pas que je ne sais absolument plus comment elle se rend compte que c'est un robot, mais à partir de là, il y a pas mal de choses intéressantes qui sont mises en place. Forcément, il va y avoir quelques petits questionnements sur la perception de soi, la perception des intelligences artificielles, ce genre de choses, et quand elle en prend conscience, elle se rend compte qu'en fait, la plupart de ses souvenirs, enfin même la totalité de ses souvenirs ont été entièrement préfabriqués. Elle voit qu'à travers une tablette, on peut entièrement la contrôler, que ce soit au niveau de son intelligence, que ce soit dans son comportement, même si son comportement, elle va le rendre indépendant au fil de l'intrigue, et ça, c'est vachement intéressant. Mais elle pourra également, on le voit dans certaines scènes, enfin dans une scène en particulier, elle pourra modifier la couleur de ses yeux, le timbre de sa voix. Malheureusement, alors c'est une très bonne idée, je trouve, mais c'est un tout petit peu trop sous-exploité. Et je vous parlais des souvenirs juste avant, il y a une scène qui est assez marrante parce que on vit un souvenir de la part d'un des personnages et on voit qu'on peut modifier ce souvenir et du coup, il y a un autre moment dans le film un peu plus loin, on voit exactement le même souvenir, mais pas avec les mêmes personnages et du coup, c'est assez drôle comme situation. Après, je suis pas sûr exactement de quel est le message délivré par le film. J'ai l'impression que c'est pas un message très optimiste, enfin notamment par rapport aux êtres humains. Enfin, quand tu vois la considération qu'ils ont envers les machines et comment ils se servent de l'intelligence artificielle pour subvenir uniquement à leurs besoins et bas les couilles du reste. Donc pour moi, c'est un film qui est un petit peu moralisateur, qui nous prouve qu'il faut un petit peu cadenasser justement l'accès aux intelligences artificielles, ce genre de choses, pour qu'il n'y ait pas de débordement de ce style. Et après, il y a quelques autres points de l'intrigue sur lesquels je souhaitais revenir, mais ça concerne quelques personnages dont on ne parle pas vraiment dans la bande-annonce, donc j'ai plutôt envie de vous laisser la surprise sur ce point. Et comme je le disais donc, Companion, c'est un film que je vous recommande si vous n'êtes pas réfractaire au genre horrifique, même si, bon, il y a un petit peu de sang, effectivement, il y a quelques passages un petit peu gore, mais en vrai, ça va. Et nous passons au deuxième film vu ce mois-ci, il s'agit de God Save the Tuche. Attendez, stop, stop! Important, je l'aurais absolu aussi. Fa dièse.
Plus sérieusement, c'est un des derniers films que j'ai vus et j'ai oublié tellement de choses dans ce film, tellement c'était mauvais. J'ai vu uniquement les 3 premiers Tuches, je n'ai donc pas vu le quatrième qui était le précédent. Pour moi, ce ne sont pas des films incroyables, enfin, ce sont des films même oubliables. Même le premier en soi, pour moi, il n'a rien de culte. Il y a juste une scène où je me rappelle avoir beaucoup ri, c'était dans le deuxième opus, avec un passage qui concerne, la rhinoplastie, donc celles et ceux qui l'auraient vu, vous savez de quoi je parle. Et c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais dans God Save the Tuche, il y a un seul moment où je me rappelle avoir plutôt bien ri, mais je suis même pas capable de vous dire sur quel gag c'était. Mais sérieusement, hein, il y a plusieurs passages où je me rappelle avoir fait des petits rictus, avoir pouffé un petit peu, mais je sais qu'il y a un passage où je me suis vraiment marré, je ne me rappelle pas du tout. C'est dire à quel point le film est de bonne qualité, hein. Plus sérieusement, on va passer assez rapidement dessus, j'ai trouvé que c'était globalement assez lourdingue. Les personnages sont lourds et pas intéressants, on en fait des débiles exactement de la même manière que dans les films précédents. Je reconnais que le tout début du film où on a les différentes boîtes de production qui apparaissent à l'écran avant que le film se lance, ça m'a un petit peu fait rire ce passage parce qu'on entend Jeff Tuch qui commente justement tout ce qui apparaît à l'écran. Mais après, c'est vraiment tout ce qui se fait de pas bien, je trouve, dans la comédie française. Et je suis désolé parce que je vais pas argumenter plus que ça, j'en ai un petit peu la flemme honnêtement. La salle où j'étais était vachement remplie, alors le film il paraît qu'il cartonne au box-office. C'est pas que c'est dommage, mais bon, il y a d'autres films qui mériteraient de cartonner. Et j'ai l'impression que ceux qui se sont marrés le plus, c'est ceux qui étaient soit entre amis, soit en famille. C'était pas le bordel dans la séance, contrairement à d'autres séances que j'ai pu avoir cette année. Mais j'ai l'impression, enfin moi, mon ressenti, c'est si vous comptez aller seul au cinéma, n'allez pas forcément voir ce film. Si vous y allez à plusieurs, pourquoi pas, ça vous fera peut-être passer le temps, mais moi je considère honnêtement que c'est un petit peu une perte de temps. Ce qui va donc nous permettre d'enchaîner avec le film suivant, qui est une ressortie au cinéma comme je vous le disais. Il s'agit du film Lost Highway de David Lynch. It looked like you, but it wasn't. We've met before, haven't we? J'ai pas fait attention si c'était sur une semaine complète ou si c'était uniquement sur un week-end, mais il y a eu la quasi-totalité des films de David Lynch qui ont été disponibles dans les cinémas pâtés, certainement dû à sa mort récente malheureusement. Et j'aurais bien aimé en voir plusieurs, même si moi j'en ai déjà vu quelques-uns de mon côté, mais malheureusement mon planning avec les autres sorties fait que j'ai pu en voir un seul et du coup je me suis tourné vers celui-ci que je n'avais pas encore vu. Avant d'aller voir ce film, je vous cache pas que j'avais un rapport avec la filmographie de David Lynch qui était un petit peu extrême dans la mesure où j'avais vu uniquement 2 de ses films, à savoir Elephant Man que je considère même encore aujourd'hui comme un des meilleurs films de tous les temps, et au risque de me faire incendier par tous les cinéphiles du monde, Mulholland Drive que j'ai détesté. Oui, bah écoutez, ça va, hein, on peut pas aimer tous les films du monde, sachant qu'en plus c'est un film que j'ai vu il y a plus de 10 ans, donc il faudrait que je le revoie, peut-être que je pourrais l'apprécier aujourd'hui. Dans tous les cas, c'était une séance assez particulière, parce que c'est un film de David Lynch, ça m'a beaucoup rappelé justement Mulholland Drive, ce qui m'a fait un petit peu peur. Le début, en fait, son cinéma, c'est vraiment dans ses dialogues. Alors, Elephant Man, pour une raison qui m'échappe, les dialogues sont plutôt normaux dans leur déroulé, et je veux dire par là, par rapport à la façon dont il parle, le déroulé des dialogues, ça s'enchaîne assez naturellement. Dans Mulholland Drive, dans mes souvenirs, les dialogues étaient assez lents, même trop lents par moment, et là, je retrouvais un petit peu ça au début de Lost Highway, et j'étais là en train de me dire, putain, mais une ligne de dialogue qui devrait prendre 5 secondes, ça en prend 15 avec lui. Mais malgré ça, le film réussit à instaurer une ambiance qui est vachement intrigante, qui est plutôt pas mal, je trouve. Et le film va donc nous raconter l'histoire de Fred, qui est un saxophoniste qui vit avec sa femme Renée et qu'il soupçonne de la tromper. Un jour, il va se passer quelque chose de pas bien, il va se retrouver emprisonné, et à partir de là, ça va être la descente aux enfers entre guillemets. Je sais vraiment pas comment vous résumer le film autrement, j'ai pas envie de spoil, mais les films de David Lynch sont tellement compliqués à résumer, en tout cas pour la plupart de ce que j'ai compris. Là, c'est tout ce que je peux vous dire pour rien vous spoil de l'intrigue. Et ça a donc été une séance très particulière pour moi dans la mesure où, comme je vous le disais, le début, j'ai trouvé que c'était assez lourd. Après, il se passe un premier revirement qui t'emmène dans un autre film, je sais pas comment le formuler autrement, tu changes littéralement de film, où là, t'as une ambiance que j'ai trouvée un petit peu plus intéressante. Et je trouvais par moments que ça traînait un peu en longueur. Il y a des moments, j'étais là, je disais putain, mais j'aime ou j'aime pas, je ne sais pas. Enfin, franchement, j'étais vraiment dans cet état d'esprit. D'autant plus que le film ne te révèle pas grand chose. Enfin, c'est typique visiblement de ce que j'ai compris du cinéma de Lynch, mais il y a plein de points sur lesquels tu n'as jamais d'explication. C'est toi, le spectateur, qui doit faire l'effort d'essayer de réfléchir, de savoir ce qui peut se passer. Mais je trouve que c'est assez frustrant parce qu'il y a des moments, on te parle d'un truc. Tu vas pas avoir de réponse, on va t'en reparler un autre moment sans donner de réponse pour autant, et t'es là, mais donnez-moi la réponse, putain, pourquoi vous m'expliquez un truc mais sans me l'expliquer? Et donc à un moment, je commençais un petit peu à saturer, j'arrivais pas à comprendre où est-ce que le film souhaitait m'emmener, jusqu'à une scène. Et ce qui est fou, c'est que c'est une scène qui dure quelques secondes, je sais même pas si elle dure une minute complète, elle intervient quasiment vers la fin du film, je crois qu'elle intervient dans le dernier quart d'heure, et
je sais pas, j'ai eu la révélation à ce moment-là. Et non pas que j'avais compris qu'est-ce qui se passait dans l'intrigue auparavant, mais visuellement, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais j'ai eu une révélation artistique, si je puis dire. En fait, c'est comme si je regardais un film avec mon cerveau qui a son système de câblage habituel, et d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi, il y a un nouveau câble qui vient se brancher et t'as un déclic. Mais comme je vous le disais, c'était pas par rapport à la compréhension du film, c'est juste que ce que j'avais sous mes yeux, c'était beau, j'ai trouvé que c'était ultra poétique, et là, j'ai remis tout le film en question. Mais vraiment dans le bon sens. Et du coup, le film a continué, il restait 10-15 minutes comme je vous le disais. Jusqu'à la fin, du coup, j'étais à fond dedans. Et quand le film s'est terminé, j'étais là, mais j'ai envie de le revoir. Je veux revoir le... Alors, entre-temps, j'ai tilté 2-3 trucs sur l'intrigue, mais à la fin, j'en voulais plus. Donc vraiment, je suis passé par toutes les émotions quand j'ai vu ce film. Ça a vraiment fait les montagnes russes. J'étais là, j'aime pas, j'aime pas, jusqu'à la fin où je me suis dit, non, en fait, j'aime ce film. Je me le suis acheté justement dans la foulée et je faudra que je prenne le temps de le re-regarder. D'autant plus qu'il est desservi par une bande sonore, un bijou. Donc c'est un film que je vais ranger du côté d'Elephant Man. Alors je vais pas dire non plus que c'est un des meilleurs films de tous les temps, mais conclusion, j'ai beaucoup aimé le film. Après, honnêtement, Lynch, je peux totalement comprendre qu'on adhère pas du tout. Et c'est là où je me suis dit à la fin, il faudrait quand même que je revoie Mulholland Drive, ça se trouve aujourd'hui, j'aimerais. Et ce qui est fou, alors je sais pas quel est votre ressenti en écoutant la critique de ce film, mais là j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 5 minutes pour ne rien dire sur ce film. N'hésitez donc pas à me faire un retour sur votre avis sur la filmographie de David Lynch et notamment sur ce film en particulier. Je ne vous cache pas que ça m'intéresse et moi je suis très curieux d'en savoir un petit peu plus sur les autres films qu'il a fait. Et également sur la série Twin Peaks qu'il a réalisé, il paraît que c'est une masterclass absolue, je ne l'ai pas encore regardé. Et nous arrivons donc au dernier film de cette vidéo multicritique, il s'agit du film Maria avec Angelina Jolie. There is no reason in opera. Le film nous raconte les derniers jours, mais pas que, de la chanteuse d'opéra Maria Callas en 1977 à Paris. Après le film Jackie, que je n'ai pas vraiment apprécié, et le film Spencer, que je n'ai pas vu, le réalisateur Pablo Larraín s'attaque ici une fois de plus à une figure féminine à travers donc Maria Callas, et c'est un film... Je sais pas comment dire, c'est à la fois élégant et contemplatif. Et je vais le dire d'entrée de jeu, je ne comprends pas du tout pourquoi Angelina Jolie n'est pas nommée aux Oscars pour son rôle. Parce que franchement, elle nous délivre une superbe prestation, d'autant plus que par moments c'est elle qui chante. Alors, de ce que j'ai lu, en fait, quand j'ai vu le film, je me suis pas mal de fois posé la question, est-ce que c'est elle qui chante ou pas? Et en fait, quand je me suis renseigné sur le film, alors le film est séparé en plusieurs parties. En fait, ça va alterner entre ses derniers jours à Paris et les histoires, enfin les flashbacks qu'elle va raconter par rapport à son histoire. Et en fait, toute la partie où elle était jeune, ce n'est pas elle qui chante. Et par contre, la partie où elle est plus âgée, alors c'est en partie Angelina Jolie qui chante, mais c'est combiné avec la voix de Maria Callas. Donc au niveau du mixage son, bah, c'est plutôt bien parce que personnellement, j'arrivais pas à voir la différence. Je ne connais pas l'histoire de Maria Callas, je l'ai découverte entièrement avec ce film. C'est une femme qui est visiblement pétrie d'orgueil et qui est très exigeante, mais pas exigeante seulement avec les autres, elle est aussi et surtout avec elle-même. Il y a une scène par exemple qui se passe dans un bar, dans un restaurant, je sais plus, où il y a le patron qui passe une musique qui a été créée par elle, et sauf qu'elle lui demande de stopper la musique. Alors elle est très diva hein, par contre. Je me suis renseigné sur internet après avoir vu le film, elle était comme ça également dans la vraie vie, et en fait quand il lui demande bah, pourquoi vous ne souhaitez pas écouter, elle disait cette musique est trop parfaite et une musique doit être interprétée, on doit pas ressentir ce côté parfait, c'est une musique hein, quand on la chante ça doit se vivre. Et en soi elle a complètement raison je trouve, c'est vrai que les morceaux qui sont tout le temps les mêmes quand tu les joues, bah ça n'a pas de saveur, donc elle reconnaît qu'à travers sa musique qu'elle a parfaitement réalisée, eh ben elle a fait quelque chose qui n'est pas parfait justement. Donc je trouve que c'est une bonne réflexion sur l'art de manière générale parce que ce qu'elle dit on peut l'appliquer à d'autres thèmes autres que la chanson. À côté de ça visuellement j'ai trouvé le film extrêmement réussi, que ce soit dans les flashbacks, que ce soit dans les passages qui brise un petit peu le quatrième mur, c'est très particulier. Au début, je comprenais pas trop ce qui se passait, et au fil du film, on comprend qu'il y a des passages qui se passent un petit peu, même complètement dans sa tête. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ces passages. Tu vois que c'est complètement surréaliste, mais ça colle avec le personnage. Les plans, de manière générale, sont très bien travaillés. Il y a de très beaux jeux de lumière. Tu sens en fait qu'il y a un petit peu rien qui est laissé au hasard, ce qui correspond avec justement bah, la personnalité de Maria Callas, qui voulait absolument que tout soit parfait. Le monde et notamment l'époque dans laquelle elle évolue est très bien retranscrit de manière générale.
générale, tu sens que c'est une femme qui essaie d'être forte, qui essaie de surmonter un petit peu la pression qu'elle peut ressentir. D'autant plus que c'est une époque où, bah, faut dire ce qui est, les hommes, c'est un peu eux qui avaient le pouvoir, c'est un peu eux qui décidaient pour les femmes, et elle, tu sens que non, voilà, je suis Maria Callas, donc vous ne décidez pas pour moi. Et j'ai pas pour autant ressenti de côté féministe dans le film, tu sens juste qu'en fait, c'était sa personnalité, et c'est ça qui lui a permis d'évoluer dans la société. Donc oui, j'ai beaucoup apprécié le film, j'ai trouvé que c'était très fascinant. Moi qui ne suis pas forcément fan d'opéra, j'ai beaucoup apprécié les musiques, l'ambiance visuelle, l'ambiance sonore de manière générale, comme je vous le disais, ainsi que les jeux d'acteurs. Il y a vraiment plein de bonnes choses dans ce film. Et j'ai certainement oublié d'évoquer d'autres points sur le film Maria. N'hésitez pas à me dire lesquels en commentaire si vous le souhaitez. Nous en avons donc terminé pour cette petite vidéo multicritique. Enfin petite, j'ai l'impression qu'elle a duré un petit peu quand même. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur ces films. Est-ce que vous les avez vus? Est-ce que vous avez envie de les voir? Est-ce que vous les avez appréciés ou pas? N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de l'actualité cinématographique et vidéoludique, et également pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos critiques. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et il ne me reste plus une fois de plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.